Alors bonjour et merci. Déjà, je voudrais dédier cette présentation, je voulais la dédicacer à Mimi, Michel Doromusa, et à Danny Hens, qui sont deux personnes qui nous ont quittés cette année, et c'est des figures de l'ostéopathie. Et je vais parler à un moment des figures de l'ostéopathie, et je crois que ces personnes sont des exemples on peut se relier à eux. Donc c'est pour ça que je voulais me lier, j'avais parlé de Mimi surtout, et puis Danny Hens, on m'a appris hier qu'elle était décédée, je ne le savais pas. Et je dédie aussi à Danny Hens parce que pour moi, c'est dans la même mouvance de personnes qui ont porté l'ostéopathie et qui ont amené quelque chose aux plus jeunes et qui sont des personnes, c'est qui on peut se référer. Donc, je veux dédier cette présentation à ces deux personnes. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ostéopathie? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, il y a 150 ans? Ben, il y a 150 ans, en fait, il s'est passé l'impressionnisme. Ça veut dire, il y a 150 ans, en 1874, est né un courant de pensée, un courant pictural qui s'appelle l'impressionnisme. En fait, il y a eu des auteurs qui étaient repoussés du mouvement académique classique et qui se sont regroupés pour faire une exposition pirate, une exposition alternative, une exposition différente dans l'art, parce qu'ils étaient repoussés du centre artistique. Donc des gens comme Renoir, Manet, Sisley, Pissarro, euh, Berthe Morisot, mais une femme quand même, Manet, Monet. Et donc ces gens-là étaient à cette exposition, ont créé cette exposition et ça a lancé le courant des impressionnistes. Et donc j'espère que je vais essayer de vous impressionner un peu sur l'ostéopathie. Et cela dit, toute ressemblance avec l'histoire de l'ostéopathie est complètement fortuite, bien sûr. Cela dit, comment était le monde en général il y a 150 ans? Et ce qu'on peut voir du monde il y a 150 ans, ce qu'on peut dire, c'était un monde avec beaucoup de progrès, mais des progrès autour de la technique, hein. Donc, j'ai mis à peu près 1874, ce qui s'est passé un petit peu avant, ce qui s'est passé un petit peu après. Par exemple, l'automobile et le vélo, ben, c'est les balbutiements, il y a un début avec ça. Le métro à Londres commence à être créé. La Nobel invente la dynamite, qui a beaucoup changé les choses dans l'évolution des mines, etc. Et Darwin, comme on a parlé, Jason, fait son livre sur la théorie des espèces, théorie de l'évolution. Et juste un peu après, on peut mettre l'ampoule électrique, le téléphone, Graham Bell, c'est pas un ancêtre, la tour Eiffel, qui sort de terre. Et puis en littérature, on peut voir Victor Hugo, Verlaine, Flaubert, Jules Verne, etc. En médecine, si on revient un petit peu sur notre sujet, en médecine, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place, comme le début de l'asepsie, hein. J'ai bien aimé Jason qui disait que les ostéopathes croyaient en l'hygiène, et en fait, c'était le début. Ça veut dire avant Semmelweis, avant Ignaz Semmelweis, on ne croyait pas qu'il fallait se laver les mains avant de faire un accouchement ou d'aider à les personnes, les soigner, quoi. Et donc, lui a porté ça, et Steele était très moderne pour recevoir cette idée qui était toute récente finalement. Pasteur a découvert le virus à ce moment-là. On parle de la tuberculose aussi, si vous avez des opéras de la fin du 19e, après les stars, enfin les héros meurent souvent de tuberculose à ce moment-là. Et puis, les bases de la médecine expérimentale posées par Claude Bernard. Et donc, on est baigné dans cette vision du progrès, finalement, et d'un progrès assez technique, on peut le voir. Et puis, à ce moment-là, il y a un homme qui s'élève quelque part sur une posture un peu différente, parce que qu'est-ce qu'on fait vraiment, réellement, le 22 juin 1874, à 10 heures du matin même. Il y a d'autres livres, il dit c'est midi, mais vraiment c'est très précis, à 10 heures du matin. Donc on peut se dire il a soigné quelqu'un, il y a quelque chose, il a eu les concepts ostéopathiques, lui sont tombés dessus, etc. Eh ben non, pas du tout. En fait, voilà, j'ai discerné avec la force de la raison que le mot Dieu signifie perfection en tout lieu. Ou bien, à d'autres endroits, il dit à partir de ce moment, avec l'aide du microscope de l'esprit, ça veut dire avec ma pensée, avec ma raison, j'ai commencé à enquêter attentivement pour prouver une affirmation faite en votre présence, la perfection du divin est prouvée par ses œuvres. Euh, dans notre pays, nous, laïcs, ça a été posé tout à l'heure, c'est pour ça que la question est assez glissante, mais en même temps, ça peut être étonnant quand même. On est en train de fêter une célébration, une
conversion, une prise de conscience spirituelle. Alors, pourquoi c'est daté avec autant de précision? Et ça, c'est beaucoup Jean-Marie Guelette qui en parle, qui a fait un très beau livre sur l'histoire de la médecine, enfin l'ostéopathie, une autre médecine. Et il dit, en fait, c'est parce que les méthodistes, ils avaient toujours une date anniversaire de leur conversion. Et c'est pour ça qu'ils sont férus de dates. Les Américains sont beaucoup plus célébrants des dates anniversaires, etc., parce que c'est dans leur culture. Donc la date anniversaire où j'ai perçu la lumière, où j'ai eu la conversion de la vérité, etc., c'est cette date précise. Et pour lui, il peut dire, c'est le 22 juin à 10 heures du matin. Ce qui est intéressant à voir, c'est que cette prise de conscience, oui, le 22 juin, il dit, j'ai commencé à évoquer la loi de la vie telle qu'elle a été donnée à l'homme, au monde et au Dieu de la nature. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion de spiritualité qui est là, qui émerge, et c'est ça la prise de conscience de la naissance de l'ostéopathie. Alors je sais que ça peut gêner plusieurs aux entournures, surtout nous dans notre pays laïque. Alors Jean-Marie Guelette fait beaucoup de. Il dit c'est gênant un petit peu ce truc-là. Donc soit on le met sous le côté, on dit oui, mais ça a changé, ou c'est les Américains, c'est différent. Nous, on n'est pas pareil, etc. Mais c'est quand même un fait, c'est une réalité. Le mot Dieu est dans la fondation de l'ostéopathie. On en reparlera après. Donc c'est ça qu'on fête, et on peut se demander quelle trace il y en a aujourd'hui de ça. Alors, avant de continuer, à exposer la vie de style, enfin, je ne vais pas exposer la vie de style parce que Jason l'a fait très bien, mais je n'ai pas la prétention de faire ça. Mais avant d'exposer ça, je vais un peu revenir au thème du stage, du congrès, qui est tradition et science, et donc tradition et modernité. Et là, je remercie vraiment Chantal, je ne sais pas où elle est, mais je remercie vraiment Chantal et l'Académie d'ostéopathie, puisque Chantal est présidente de l'Académie, d'avoir organisé une journée fin avril passionnante autour d'un philosophe qui s'appelle Liane Plantier et qui nous a fait, le thème justement était tradition et modernité. Et qu'est-ce qu'il a dit dans je vais vous faire une petite synthèse un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là, il y a une piqûre de rappel. Et la synthèse, c'est comment on définit la tradition et la modernité, parce que c'est un mot qui va nous être utile pour toute la journée, quelque part. Et certains vont parler plus de modernité, peut-être plus de tradition. Et qu'est-ce qu'on peut en dire de cette tradition et modernité? L'idée générale de la tradition, c'est un acte de transmettre. L'étymologie, ça veut dire transmettre. Et transmettre, c'est pas tout à fait comme... c'est pas transmettre, on va le voir, c'est transmettre une attitude, c'est transmettre une façon d'être, un état d'être, plus que transmettre une compétence ou un savoir. Et ça, c'est déjà un peu différent. La transmission, quelqu'un qui transmet, c'est par ce qu'il est qu'il transmet. Et donc, ça veut dire aussi, c'est un rapport à la fidélité de ce qui est fait autorité. C'est une mémoire des promesses encore fécondes, donc du passé, des choses qui sont du passé, mais dans cette mémoire, il y a quelque chose qui peut émerger de cette mémoire. Et tout ça, ça définit ce que c'est que la tradition. Dans la modernité, ce qui peut définir ou amener la modernité, déjà, le terme étymologique de modernité vient de modus, qui veut dire récent, et donc c'est à la mode, en fait. Donc c'est à la mode d'être moderne. Et dans la modernité, l'avantage ou l'intérêt de la modernité, c'est d'être sur le vif du présent. Ça veut dire d'être vraiment dans ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Et donc, ça a un rapport au temps présent et surtout à ce qui est vivant, à la vitalité. Et on voit que on ne va pas chercher à opposer ces deux données, tradition et modernité. Il faut au contraire chercher à les réunir et à voir qu'est-ce que l'une peut nourrir par rapport à l'autre. Parce que si on les opposait, le risque de ça, ce serait de penser que la modernité, c'est ancien, dépassé, que c'est fixé, que c'est sclérosé dans le passé, que c'est des vieux trucs qui sont has-been, comme on dirait, et puis qu'on passe à autre chose, quoi. Parce qu'on va dire, ben, la modernité, c'est plus récent, c'est plus scientifique, c'est plus vers le progrès, mais c'est aussi un blocage dans les ressources de l'histoire. Ça veut dire que c'est comme si on oubliait, on faisait table rase de toute notre histoire, et tout ce qui avait été dit et écrit du passé ne comptait plus. Dans ce cas-là, moi, je me réfère souvent à l'histoire de la philosophie, Aristote et Platon, qui sont dans ce cas-là complètement has-been, alors que, comme nous a dit un jour Diane Plantier, il nous dit tous les philosophes, ce ne sont que des notes de bas de page de la pensée d'Aristote et de Platon. Et je trouve que c'est très intéressant de voir ça. Ça veut dire qu'on a modelé cette pensée d'Aristote et Platon, qui ne sont pas du tout dépassés, qui sont au contraire bien modernes. Et donc,
La modernité pousse souvent à une homogénéisation, ça veut dire que ça pousse à créer des normes, à créer des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire, etc. Et on va essayer de voir comment ça a une incidence aussi éventuellement dans le monde ostéopathique. Parce que les atouts de la tradition et de la modernité, c'est vraiment l'idée d'une tradition vivante. Ça veut dire garder et recueillir ce qui est fécond et essentiel dans les traces du passé pour en faire notre base. Comme je dis, il y a un mot que j'adore, c'est l'idée du fulcrum. Ça veut dire notre point d'appui, notre fulcrum, c'est ce point d'enracinement, le fulcrum du thérapeute. Et donc, la tradition, l'histoire, les récits, les concepts de l'ostéopathie, je pense, sont vraiment importants à enseigner, à transmettre, parce que c'est quelque chose de ce qui fait notre solidité d'ostéopathe. Et bien sûr que la modernité va nous permettre de réinterpréter, de réactualiser les choses les modèles, par exemple, qui ont été apportés. Et on va en avoir des illustrations aujourd'hui. Je pense particulièrement à Marco, je ne sais pas où vous voulez, mais on va avoir des illustrations aujourd'hui de comment on peut voir le modèle autrement. Mais tout en gardant, et ça c'est vraiment précieux, tout en étant fidèle aux intuitions premières. Ça veut dire tout en étant fidèle à ce qu'il y a au début. Donc voilà un petit peu le tableau qui a été dressé dans ce congrès, dans ces 2 jours. On a fait un petit écart sur l'enseignement, ça veut dire cette idée de transmettre. Et dans l'enseignement, il y a une idée de transmission qui est très précieuse. Dans l'enseignement de la tradition, c'est qu'il nous faut un récit de sens. Ça veut dire comment on transmet une tradition, c'est un récit de sens, quelque chose qui fait sens. Et quand on a une tradition, par exemple moi qui suis en Bretagne, je vois les traditions des folklores bretons, c'est pas des choses du passé. D'ailleurs, il y a des très jeunes sonneurs, des très jeunes qui jouent du biniou, etc., parce que c'est très moderne, c'est très actuel, mais ça a du sens parce que ça fait référence à une tas d'histoires, d'une culture du passé. Et nous, notre récit de sens, c'est peut-être dans le récit des concepts, dans le récit de toute notre histoire de l'ostéopathie. L'important dans la tradition, c'est aussi de se référer à des figures. Et c'est pour ça que je parlais de Mimi, Michel d'Angreux-Musat et de Danny Hens. Mais les figures de l'ostéopathie, on les connaît. Donc il y a Steele, bien sûr, Little John, Sutherland, Viola Freeman, Becker, etc., John Wernham. Donc il y a plusieurs personnes comme ça vers lesquelles on peut se référer, vers lesquelles on les a peut-être rencontrées ou lues. Et ces personnes sont importantes pour nous incarner dans notre fulcrum. Et puis le compagnonnage, c'est déjà plus difficile à mettre en place actuellement dans les écoles, dans les courants d'enseignement, mais c'est vrai que l'approche des jeunes ostéopathes qui peuvent contacter un ostéopathe plus expérimenté et qui puissent vraiment vivre cette ostéopathie par transfusion quelque part, par imprégnation de l'ostéopathie. Je vois Laura qui me sourit, je crois que j'ai un petit peu fait ça avec elle. Et donc, dans la modernité, ce qu'il y a aussi d'important, c'est d'essayer de mettre de façon organisée tous ces protocoles, toutes ces façons d'apprendre, etc. Et ça peut être un atout, ça aussi. Le risque étant de faire des normes et des contrats et de dire on ne doit pas sortir de là. Parce que ce qu'attendent les jeunes, c'est plutôt des répondants. Ça veut dire c'est des répondants, c'est des personnes qui vivent ces choses-là, qui vivent l'ostéopathie et qui peuvent le transmettre, l'ostéopathie. Si on veut apprendre à quelqu'un ce que c'est que la générosité, on pourra toujours lui dire bah, la générosité, c'est ci, c'est ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Un peu comme si on apprenait l'ostéopathie sur des techniques en disant c'est comme ça l'ostéopathie, c'est un ensemble de techniques qui fait que. Mais c'est bien plus que ça l'ostéopathie. Il y a quelque chose d'autre. C'est bien plus que ça la générosité. Il y a quelque chose d'autre. Et donc pour apprendre ça, il faut plutôt rencontrer des personnes généreuses pour apprendre la générosité. Et parce que vous avez rencontré des personnes généreuses dans votre vie, peut-être une grand-mère, un ancêtre, ou des parents, ou je ne sais qui, des amis, mais peut-être vous savez ce que c'est que la générosité. Et l'ostéopathie, ça devrait être pareil, ce compagnonnage, cette proximité, cette rencontre avec l'autre. Alors maintenant, on va essayer de regarder, on va revenir sur Steele. Et sur Steele, on va voir un petit peu la généalogie de la médecine. Et là, je me suis inspiré d'un travail passionnant de Alain Becerra. Alain Becerra, qui est un ostéopathe qui a été kinésithérapeute dans les années 80, puis ostéopathe, puis qui a fait des études de médecine. Et sa thèse de médecine
a été une thèse où il a raconté l'histoire de Steele, en fait. Donc, il est parti aux États-Unis avec son bâton de pèlerin, il a rencontré il a même vu des élèves de Steele, des personnes très âgées, et il a été recueillir des témoignages. Et dans son livre que j'ai relu actuellement, j'ai relu pas mal de livres pour cette présentation, mais dans son livre que j'ai relu, il y a une idée très intelligente de la façon dont est créé, a immergé l'ostéopathie, dans quel courant de pensée ça a immergé. Alors, je ne parle pas d'un courant de pensée, je ne vais pas parler des faits factuels de Steele, sa biographie. Vous avez la biographie de John Lewis, la biographie de Carol Trowbridge, l'exposé de Jason ce matin en était une illustration. Donc, la biographie factuelle de Steele, elle repose, ses influences, elles sont médicales, on l'a vu avec son père, elles sont religieuses avec sa culture méthodiste, son père aussi d'ailleurs, et elles sont, on va dire, son expérience militaire. Hein, quand il vous dit « je dresse au vent la bannière de l'ostéopathie », il a un langage très militaire, et ça, c'est ses sources d'inspiration. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce que je veux parler, c'est les différents courants, et Alain Becerra en parle très bien, c'est les différents courants de l'histoire de la médecine, avec un premier courant donc c'est des courants qui à peu près sont apparus à partir de la Renaissance. Donc à partir de la Renaissance, on a cette idée de iatrochimisme. Ça veut dire que la santé, l'homme est un composé chimique. Et là, la personne qui parle de ça, c'est Paracels, hein, autour de début du XVIe. Et Paracels nous dit vraiment que l'homme est un composé chimique et les maladies ont pour cause une altération de ce composé chimique. Et puis vous avez un tout petit peu après, mais pas longtemps après, vous avez les iatromécanistes. Donc là, c'est une pensée qui est issue plutôt de la pensée de Descartes. Et cette pensée de Descartes iatromécanique, c'est vraiment l'homme est une mécanique. On a tous peut-être en tête cette image du canard mécanique avec les rouages, etc. L'homme est une machine. Et cette pensée de Descartes, ça repose sur une science qui se veut reposer sur des bases sûres et reconnues. Et il met de côté vraiment toute la séparation du corps et de l'esprit. Enfin, il sépare tout ça et il dit il y a ça d'un côté, il y a ça de l'autre, et on n'est plus dans quelque chose qui se réunit. Et donc, il y a eu une réaction un peu plus tard, au XVIIIe, il y a eu les vitalistes qui ont créé une école de pensée au niveau de la médecine, de la santé. Les vitalistes ont créé cette école de pensée pour dire mais non, revenons à quelque chose de réuni entre le corps et l'esprit. Et donc, l'idée, c'est de revenir à des bases de la médecine que pouvait poser Hippocrate d'ailleurs, hein, dans la natura medicatrice, et qui est la nature guérisseuse, la nature médicament. Et donc, on retrouve là le principe d'auto-guérison cher aux ostéopathes. De ces trois courants de l'ostéopathie, on peut dire que du courant iatrochimiste et du courant iatromécanique, en fait, c'est créé un courant qui est l'allopathie, qui est la médecine allopathique, ou ce qu'on appelle conventionnelle. Du courant iatrochimiste et du courant vitaliste, on a l'homéopathie qui s'est créée avec Hahnemann, etc. au début. Et puis du courant iatromécanique et du courant vitaliste, on a notre fameuse ostéopathie. Alors, on a notre ostéopathie. Alors, bien sûr que ce serait, comment dire, grave de dire que Steele n'avait pas de considération chimique, parce qu'il en avait aussi. On l'a vu dans l'exposition de Jason tout à l'heure. Donc, il considérait aussi la chimie. Mais c'était une chimie, quelque part, comme la résultante de son action qui se passait dans les tissus. Alors que la vision mécaniste, c'était cette vision de toucher le corps et d'ajuster le corps dans sa vision mécanique. Mais le défi et le paradoxe de Steele, c'est qu'il a été à l'inverse du courant de Descartes, qui disait surtout pas de subjectivité, surtout pas de vitalisme. Descartes se posait en fervent anti-vitaliste quelque part. Et les vitalistes, ils sont créés parce que Descartes avait poussé trop le bouchon sur le mécanisme. Et donc, ce vitalisme a donné l'ostéopathie. Et le défi, le paradoxe de Steele, c'est qu'il a pu réunir dans son ostéopathie mécanisme et vitalisme. Et ça a été une prouesse assez importante. Alors, comment a évolué cette ostéopathie? Alors, on l'a dit, iatromécanisme, vitaliste, qui nous a donné l'ostéopathie. Donc, on va mettre le tronc central, c'est Steele. Hein. Et de ce tronc central, il y a eu des petits, au départ, il y a eu des petits, en biologie, on appelle ça des drageons.
hein, ou des petits rejets depuis le tronc. Donc les premiers rejets, c'est des gens qui ont voulu imiter. Donc il y a eu la bonéothérapie, par exemple, ou la neuroostéopathie. Hein, je ne l'ai même pas mis tellement c'était extra et étrange. Mais en fait, c'est des élèves de style qui, dès la première ou deuxième année de leur diplôme, ont créé leur courant pour le business surtout, hein, mais pas tant pour développer l'ostéopathie. Mais il y a des courants plus connus aujourd'hui qui ont fait florès, particulièrement en France. Vous avez la chiropraxie, hein, et Steele était quand même, enfin Palmer, le fondateur de la chiropraxie, est venu étudier chez Steele. Ça c'est pas une légende, ça on en a des écrits. Il y a Palmer qui a signé dans le livre d'or de la maison Steele, etc. Donc on sait qu'ils se sont rencontrés. Mais il y a eu après l'éthiopathie. L'éthiopathie est créée dans les années 60 par des ostéopathes français qui sont partis pour des problèmes de légalité, etc., qui sont partis à Genève créer l'éthiopathie. Vous avez la fasciathérapie, hein, avec Danny Bois et puis d'autres qui ont créé ce courant, mais qui sont ostéopathes. Danny Bois, il était 2-3 promotions au-dessus de moi à l'école Atman, donc c'était un ostéopathe, même s'il le dit plus maintenant, mais je l'ai vu en conférence une fois, il dit « Oh, les ostéopathes, ils n'ont rien compris, etc. » N'empêche que la fasciathérapie, c'est issu de l'ostéopathie. Vous avez la vertébrothérapie. Tout à l'heure, Jason parlait de Robert Meigne. Robert Meigne, qui a créé la vertébrothérapie, c'est un ostéopathe au départ. Il s'est inspiré de l'ostéopathie. Vous avez même la crânio-sacrale thérapie qui est venue bien plus tard, mais qui est une expansion de l'ostéopathie crânienne avec la pensée crânienne, où on fait que du crânien quelque part. On fait que, alors crânio-sacral parce qu'on prend l'axe crânio-sacré, mais on prend les concepts du crânien pour les développer. Mais c'est issu d'ostéopathes qui ont créé ça. Alors, on ne va pas parler forcément que de ces courants-là, mais c'est des courants qui sortent du tronc central. Par contre, on a deux courants qui se sont vraiment séparés à ce moment-là. Et là, il y a eu deux courants qui ont deux élèves de Sutherland, de Steele. Donc, vous avez Little John d'un côté. Donc, Little John qui a après eu des élèves comme Frayette ou John Wernham. Hein, et on connaît plus John Wernham ici, on connaît Frayette par les lois de Frayette qu'on apprend. C'était ce courant-là, c'était ce courant de pensée qui était plutôt du courant iatromécanique, hein, qui était plutôt du courant biomécanique dans l'ostéopathie. Et puis, vous avez un autre élève qui est de la même année d'ailleurs, qui était Sutherland, qui a créé ce courant qui va plus vers quelque chose de vitaliste, même si au départ, il était assez mécaniste, hein, Sutherland. Mais après, il va vers un courant plus vitaliste. Et j'ai mis deux élèves à lui qui sont Viola Freeman ou Rollin Baker. Ce qu'on peut voir de ça, c'est qu'en fait, on est tous héritiers de Steele. Ça, c'est vraiment important. On peut tous se retrouver finalement sur nos concepts ostéopathiques, sur notre idée d'ostéopathie. Avec bien sûr une branche de Little John qui serait plus biomécanique et médicale, et une branche Sutherland qui est plus crânienne, fascia, fluidique, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a quand même connu ces deux influences. C'est comme si on a rencontré les deux branches, elles se sont rencontrées là-haut. Parce qu'en France, vous avez beaucoup d'enseignants et de vieux ostéopathes qui ont été formés en Angleterre. Donc l'European School of Osteopathy, avec John Wernham, c'est une émanation de l'ostéopathie de Little John. Wernham, c'était un élève de Little John, etc. Donc on a cette influence comme ça, médicale, biomécanique. Et puis, il y a Viola Freeman, je pense à Viola Freeman, Donny Brooks, des gens comme ça qui étaient des élèves de Sutherland qui sont venus aussi enseigner directement en France. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Viola Freeman avec d'autres personnes qui sont là et je peux vous dire qu'elle portait vraiment aussi l'ostéopathie. Mais on sentait cette branche de l'ostéopathie courant, courant Sutherland. D'ailleurs, ce qu'on peut dire là-dedans, on va revenir à la question de Jacques Chancel. Je vous souvenez de ce journaliste, je ne sais pas si vous en souvenez, qui était « Et Dieu dans tout ça ?» Donc, je vais peut-être répondre à ta question. Et Dieu dans tout ça, si on regarde ça, ça peut poser des questions, la spiritualité, ça peut poser des questions, la religiosité. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, spiritualité, religiosité, c'est deux termes un peu différents. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Dieu de Steele, au début en tout cas, c'est un Dieu qui est assez, comment dire, méthodiste. Comme nous dit Jean-Marie Guelette, c'est un Dieu créateur. C'est plutôt le Dieu de la Bible, quoi. Hein, et Dieu créa, etc. Et donc, même si après, bien sûr qu'il a évolué, il a été vers la fin de sa vie, et Jason l'a raconté tout à l'heure, il a été vers quelque chose de plus spirituel, de plus subtil dans sa vision. Mais au départ, c'est un Dieu assez créateur, assez biblique. Alors que ce qui est étonnant, c'est que la partie de Little John, alors que lui était pasteur de formation, Little John, avant d'être ostéopathe, il était pasteur, lui, il n'en parle pas.
Il laisse Dieu de côté. Il aurait peut-être été le plus à même de pouvoir en parler, de ce qu'il y avait de spirituel, de religieux dans l'ostéopathie, mais il n'en parle pas du tout. Il a laissé ça de côté et il a porté sa vision de l'ostéopathie autour de l'anatomie, physiologie, les sciences médicales, etc. Alors que Sutherland, ce qui est intéressant avec Sutherland, c'est qu'il a presque un Dieu thérapeute. Il a presque un Dieu qui agit. Il va parler du breath of life, du souffle de vie, hein, de la force du souffle de vie. Donc, c'est un Dieu en action pratiquement. Et quelqu'un qui ira encore plus loin, ce sera un de ses élèves, qui est Rollin Becker, qui ira carrément, qui parlera de thérapeutique spirituelle dans l'ostéopathie, hein, avec l'idée du partenaire silencieux qui travaille avec nous, etc. Donc on a un Dieu qui part depuis style d'un Dieu plus biblique vers un Dieu beaucoup plus spirituel et plus, je vais presque dire, plus universel dans la spiritualité, hein, dans l'approche spirituelle. Ce qui est un mot un peu différent. On voit que le mot a un tout petit peu changé dans l'évolution. Donc, ce qu'on peut voir quand même, ce qu'on peut comprendre dans ce tableau, j'en reviens à nos ostéopathes aujourd'hui, ben, c'est que la guéguerre des ostéopathes qui disent « mais non, il faut être biomécanique, il faut être vitaliste, il faut faire du crânien, il ne faut pas faire de crânien, il faut faire craquer, il ne faut pas faire craquer ben, », finalement, tout ça, ils se rejoignent. S'ils se rejoignent sur style, ils peuvent des fois se rejoindre et comprendre qu'ils ne sont pas sur la même branche de l'arbre quelque part. Et que si on se rejoint à la vision stylienne, qui, comme on l'a développé précédemment, qui est cette idée d'auto-guérison, cette idée de croyance dans la santé, cette idée de autorégulation, de vision globale du corps, etc. Donc, quand on se réfère à ces données-là, on peut se retrouver dans l'essentiel de notre ostéopathie. Alors, on peut même des fois se retrouver pour boire un verre ensemble, hein, c'est arrivé. Et le Bruno Ducou, le facétieux Bruno Ducou, nous a sorti une photo comme ça, où il a pu mettre en présence John Wernham et Viola Freeman, qui étaient à un congrès d'ostéopathie, je crois que c'était à Paris. Et c'est un peu facétieux parce que c'est vraiment deux branches différentes de l'ostéopathie qui se sont retrouvées pour boire un verre. Alors, comme je remarque, il y en a un qui boit du vin, l'autre qui boit de l'eau. Et la facétie de Bruno Ducou. Alors, comment l'arbre ostéopathique a grandi en France? Comment il a grandi cet arbre? Jusqu'en 2002-2007, il y a vraiment une ostéopathie qui est interdite aux non-médecins. Donc, c'est bien, les ostéopathes sont des desperados quelque part, c'est interdit aux non-médecins, c'est dans la loi. Et je laisse l'exposé de Dominique Blanc, pour où il est, mais je laisse l'exposé de Dominique Blanc qui nous fera la suite de l'histoire française de l'ostéopathie, mais on va voir un petit peu cette idée-là. Par contre, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'est-ce qui a fait la bascule en 2002, qu'est-ce qui a amené l'ostéopathie. Et en fait, on voit que c'est une bascule beaucoup plus sociologique que scientifique. Et ça, c'est quand même assez étonnant, c'est que c'est une poussée des patients qui demandaient de l'ostéopathie qui a obligé le législateur à reconnaître l'ostéopathie. Et ce n'est pas une preuve de son efficacité, un article particulier. Et je vous lis la longue citation de Jean-Marie Guelette là-dessus. Paradoxalement, ce ne sont ni les progrès significatifs de la recherche, ni les publications déterminantes qui, en 2002, ont emporté la conviction du législateur. C'est sous la pression plus sociologique que scientifique que l'évolution s'est faite. Parce qu'à ce moment-là, il est apparu de plus en plus inadapté qu'une thérapie qui a plus de 20 millions de consultations par an, c'était le chiffre à l'époque, soit toujours considérée comme un délit et condamnée à une relative clandestinité. Moi qui ai été ostéopathe à ce moment-là, c'est vrai que, je ne veux pas dire on n'en menait pas large, mais enfin on était quand même, il y avait une petite épée de Damoclès là, qui était un peu au-dessus quand même. Ça donnait un autre parfum, une autre pratique aussi. Alors, comment est l'ostéopathie aujourd'hui? L'ostéopathie aujourd'hui est super vivante. Hein. Bon, vous êtes là pour être en France, je parle, hein, et super vivante. Vous êtes là pour le voir, mais on parle de maternité. Dans la maternité, on parle d'ostéopathie, les pédiatries, les sports, dans tous les sports, on parle de Jeux Olympiques, mais derrière tout athlète, il y a un ostéopathe. Hein. Ça, c'est derrière tout homme, il y a une femme, mais derrière tout athlète, il y a un ostéopathe. Et la solidarité, Fedosoli, EHEO, les associations pour les enfants handicapés, les missions humanitaires à l'étranger, les différents stages de formation complémentaires, il y en a des pléthores. Je ne sais pas si vous êtes inscrit sur les sites internet, il y en a beaucoup. Les DU, comme le DU de philosophie d'ostéopathie, qui s'est terminé malheureusement il n'y a pas longtemps, mais qui continue sous d'autres formes, ou un DU de sciences de l'éducation, par exemple, qui a eu ça à Strasbourg. Les groupes de supervision, je regarde mon amie Isabelle ici présente, et la recherche aussi, avec des recherches, on va en reparler tout de suite après.
Donc, je m'excuse de tout ce que j'ai pu oublier, mais vous voyez que l'arbre de l'ostéopathie est très vivant, avec bien sûr les écoles que je n'ai pas mises, mais ça tombe de soi, et puis les nombreux ostéopathes qui sont là. Ce qu'on peut se dire quand même, c'est que quand on voit ça, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que l'ostéopathie, euh, aujourd'hui, est-ce que c'est pas un rêve qu'on est en train de vivre? Ça veut dire l'utopie d'hier, moi qui ai commencé dans les années 80, on avait l'utopie de se dire, ben, plus tard, tout le monde connaîtra l'ostéopathie, il y aura peut-être beaucoup d'ostéopathes, les patients iront voir les ostéopathes. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Donc souvent, les utopies qu'on a aujourd'hui, c'est le futur de demain, et l'utopie d'hier, c'est la réalité d'aujourd'hui en tout cas, avec la problématique que ça peut poser, mais n'empêche qu'on l'a beaucoup pensé, ce truc-là. Une autre chose quand même qui pose question, et j'en reparlais encore hier soir au dîner avec les quelques personnes qui étaient là, c'est l'ostéopathie est-elle toujours dans le giron des médecines alternatives? Dans le giron des médecines alternatives, je veux parler de l'homéopathie, la médecine chinoise, la naturopathie, etc. Et on l'a vu, Jason l'a dit, hein, soigner sans médicaments, sans substances extérieures, etc. Steele avait déjà cette idée-là. Et le courant ostéopathique, surtout au début, il était déjà porté par ça. Et aujourd'hui, moi, je suis étonné quand j'enseigne de voir des étudiants qui connaissent pas du tout l'approche alternative, alors que cette approche des médecines alternatives, et c'est nos cousins de pensée quelque part. Ils ont des concepts qui peuvent s'approcher de nous. Et donc, je me pose toujours la question, est-ce qu'on a perdu ce truc-là avec la communauté de pensée des médecines alternatives? Parce qu'on entend aussi, même à l'intérieur de la profession, et on peut le voir sur les réseaux sociaux, on entend quand même pas mal de critiques à l'intérieur de la profession autour des choses comme le crânien, ou autour du fascia, du viscéral, etc. Et ces critiques, elles sont étranges, parce qu'avant, elles venaient de nos adversaires, quelque part, des médecins qui ne voulaient pas reconnaître, voire des journalistes peu consciencieux. Mais aujourd'hui, elles viennent des fois de l'intérieur. Et c'est quand même assez étonnant, cette histoire. Alors, est-ce que c'est un conflit de génération? Je ne sais pas, mais c'est une question qu'on peut se poser. Parce que ce foisonnement de l'ostéopathie nous a amené quand même des questions qui sont quand même importantes, comme la démographie des ostéopathes, hein. On est passé en 2007, il y avait, je crois, 3 000 à 4 000 ostéopathes qui étaient recensés sur les validations d'expérience. C'est-à-dire les ostéopathes installés, qu'on n'a pas demandé de passer le diplôme, puisqu'ils l'avaient déjà. Alors, ça m'a fait toujours marrer, c'est que le diplôme, il valait rien aux yeux de l'officiel, mais il fallait quand même aller retrouver dans son grenier, faire la photocopie du diplôme qui valait rien au sens officiel, mais qui là, tout d'un coup, valait quelque chose, puisque ça nous a donné la preuve qu'on était ostéopathe installé. Et là, il y en avait à peu près 3 000 à 4 000 ostéopathes. Et on est aujourd'hui entre 25 000 et 40, ça dépend des chiffres, si on compte les numéros Adélie ou les vraiment installés, mais on est quand même beaucoup, beaucoup plus nombreux, il y a une expansion énorme. Et cette démographie peut poser quelques questions à l'installation, par exemple, on peut le voir. On peut le voir aussi, l'enseignement dans les écoles, comment ça s'est structuré par rapport au décret, par rapport à choses qu'on dit, qu'on ne dit pas finalement. Et il y a des choses qui se sont des fois un peu rigidifiées dans les écoles, et on ne dit pas tout. Moi qui ai beaucoup enseigné dans les écoles, je peux bien voir qu'on ne dit pas tout. Alors il y a des enseignements parallèles, des enseignements, des stages complémentaires qui heureusement sont là et continuent d'exister, et je vous souhaite d'en faire. Mais aussi les statuts, la législation, les décrets qui nous interdisent encore certains actes. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous n'avez pas le droit de soigner les bébés de moins de 6 mois sans avoir un certificat de non-contre-indication établi par un médecin. J'en ai jamais vu, hein. Mais j'ai continué de soigner les bébés et je crois que beaucoup d'ostéopathes font ça. Et donc, est-ce qu'il y a des postures de génération, comme je disais tout à l'heure? Ça veut dire, est-ce qu'on rencontre une génération plus jeune qui veut d'autres visions de l'ostéopathie, et avec les anciens qui seraient peut-être les vieux dépassés, has-been, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de voir quel est le fulcrum de l'ostéopathie, comment on va continuer de travailler sur le point d'appui, ce fulcrum de l'ostéopathie, cette essence de l'ostéopathie. On va parler de la recherche un petit peu, et la recherche, on peut voir qu'il y a 2 branches un peu dans la recherche. Alors bien sûr qu'il y a le courant de recherche plutôt qui va se mettre qui va aller dans un courant plus médical, et je pense aux neurosciences, à l'embryologie, à l'épigénétique, au modèle comportemental biopsychosocial, à la physique quantique, il a commencé à en parler, Jason, tout à l'heure, et recherche clinique fondamentale, l'évidence-based pratique, on va en parler. Et donc, cette recherche fondamentale a tendance à aller vers quelque chose qui peut avoir tendance à figer aussi l'ostéopathie. Et parce que donc attention à ce que ces voies prometteuses portent des risques en même de réductionnistes scientifiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est vrai que
il y a aussi peut-être une autre remorque qu'on pourrait prendre de l'ostéopathie, ou une autre comète, quelque part, qu'on pourrait prendre de l'ostéopathie, c'est les sciences humaines. Donc la psychologie, philosophie, phénoménologie, sociologie, anthropologie, etc., pour comprendre notre éthique et notre déontologie d'ostéopathe. Si je dis ça, c'est parce que, est-ce que c'est la science comme l'evidence-based medicine ou la recherche fondamentale qui peut explorer des choses qui sont difficilement explorables? Est-ce que l'outil est adapté pour l'ostéopathie? Est-ce que l'outil est adapté pour décrire la perception subtile et très dans le ressenti subtil que vous avez? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ressentir une mobilité crânienne ou tissulaire ou quoi, ça prend, pour moi, ça m'a pris des années. Hein. C'est au bout de la deuxième, troisième année où j'ai fait ah oui, il y a peut-être quelque chose qui bouge un peu. J'ai peut-être cru que j'ai senti. Je me racontais plus des blagues quelque part. Bon, il y en avait qui disaient ouais, je sens tout de suite, mais je ne sais pas s'ils sentaient vraiment. En tout cas, pour moi, je sais que ça m'a pris du temps et ça prend du temps pour affiner cette perception subtile. Cette perception subtile qui est profondément subjective. Ça veut dire que ça dépend de moi, le sujet. D'ailleurs, les jours où je suis moins bien, je sens moins bien. Les jours où je suis mieux, je sens mieux. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ma subjectivité, dans mon ressenti. Et ça, on va complètement à l'encontre de tout un aspect dit cartésien, en tout cas de la pensée de Descartes, qui est retirer la subjectivité. Donc, on est dans la subjectivité. Comment on va explorer ça? Qu'est-ce que c'est que cette subjectivité? Mais comment on va explorer le mouvement crânien, le déroulement tissulaire, les fluides, les viscères, les fascias, etc. Toutes ces notions-là qui sont beaucoup plus subtiles à sentir. Mais ainsi que la libération somato-émotionnelle. Comment on va sentir cette libération? Les fameux mots du corps, par exemple, quand des fois, le patient il va dire une chose et pouf, la chose s'ouvre. Je regarde Monique en disant ça parce qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus. Mais il y a cette notion de prise de conscience psychologique, prise de conscience de la personne dans sa mémoire du corps, et puis il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a une interaction très forte avec ça. Comment on va explorer ça? Et aussi, ainsi que les métaphores et les métaphores qu'on peut employer sur la perception subjective, hein, on peut dire, regardez les œnologues. Les œnologues, ils parlent du vin avec une précision très précise. Un vin qui a goût de rosée printanière, c'est pas le vin qui a goût d'humus dans les sous-bois d'automne, quoi. Et quand les entronologues, ils parlent de vin humus dans les sous-bois d'automne, ben, ils savent très bien de quoi ils parlent. Et ils parlent pas du vin. Eh ben, nous, dans notre palpation, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver un dictionnaire comme ça, trouver une façon de parler, d'échanger, et qui est souvent beaucoup plus parlante pour un patient ou pour nous, pour se référer. Moi, je peux vous dire que n'allez pas voir mes dossiers de consultation, mais je peux mettre des fois un crâne dur comme du béton ou une sensation de quelque chose qui fond sous la main ou des choses comme ça. Bien sûr que ça ne fond pas, bien sûr que ce n'est pas dur comme du béton, mais cette subjectivité nous réfère à notre perception subjective. Une dernière chose qui est subtile à étudier aussi par la recherche, c'est l'intuition de l'ostéopathie. Hein, qu'est-ce que c'est que cette intuition de l'ostéopathie? De quoi elle relève? Et moi, je sais que maintenant, j'enseigne beaucoup l'intuition. Enfin, j'essaye d'enseigner, si tant est qu'on peut l'enseigner, parce qu'on ne peut pas l'enseigner, mais j'en parle en tout cas. Et j'ai retrouvé un texte de Viola Freeman que je vous recommande. C'est un texte qui s'appelle « Qu'y a-t-il dans un nom ?» qui a écrit ce texte autour des années 74, aux 100 ans de l'ostéopathie, et qui raconte que les 100 premières années de l'ostéopathie, on a cherché à prouver, à démontrer l'ostéopathie, à l'installer dans des statuts juridiques, etc. Et elle se projette dans l'avenir, elle dit les 100 prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'étudiant sera là pour permettre de développer des chances plus subtiles. J'ai une citation, c'est « L'entraînement de l'étudiant inclura également le développement de son intuition, car cela lui permettra d'analyser et de synthétiser toutes ses observations dans un diagnostic évaluant la totalité du patient. » Donc on voit comment elle préconise l'intuition, elle parle de l'intuition. Donc, ce qu'on peut dire là, si je reviens sur l'évidence-based pratique, et je trouve que c'est un sujet qui demanderait, à mon avis, un congrès entier. Ce serait intéressant de faire rencontrer les uns et les autres les points de vue qu'il peut y avoir là-dessus. Parce que ce n'est pas tout acheté aux orties. Il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi dans cette approche. Mais c'est vrai que pour les uns, c'est actuel, c'est présent, c'est rationnel. Il faut absolument mettre ça. L'ostéopathie doit rentrer là-dedans. Et puis, pour les autres, c'est attention, il y a une critique, il y a un risque, on va se perdre et tout, c'est dangereux. Et alors qu'on devrait essayer de se rencontrer dans l'esprit spécifique de la philosophie de l'ostéopathie, garder cette intuition première, comme on a dit tout à l'heure dans la modernité et tradition, garder cette intuition première pour aller vers une évolution de notre pratique. Et donc pour finir, j'ai peut-être été un peu long, pour finir, se référer à Steele et à d'autres grandes figures de l'ostéopathie, donc je parlais des figures de l'ostéopathie pour la transmission,
nous amène à vivre cette tradition vivante, à être vraiment dans cette tradition des concepts, de l'histoire de l'ostéopathie, etc. Et cela permet à vivifier le présent et le devenir de l'ostéopathie. Donc ça nous permet vraiment d'aller plus loin dans ce devenir de l'ostéopathie. Le mystère de l'ostéopathie, c'est d'avoir traversé un siècle et demi. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des sciences ou des façons de soigner ou des découvertes qui ont été faites au 19e qui sont complètement dépassées aujourd'hui. Hein, qui sont, je ne sais pas, aujourd'hui dans la santé, on ne parle plus beaucoup de purges et de saignées et de choses comme ça. Et on en faisait quand même encore un petit peu au 19e, même si on la réfère souvent à Molière, donc bien avant, mais on en faisait encore au 19e. Donc, c'est beaucoup plus dépassé, même si j'entends qu'il y a aussi des fois, ça revient dans certains moments sur certaines indications très précises. Mais ce n'est pas de façon aussi systématique que ça pouvait être. Donc, il y a ces visions de soins qui sont dépassées, qui ont perdu en crédibilité aujourd'hui. Eh ben, l'ostéopathie, c'est né à la même période et c'est encore vivant et c'est encore là. Donc, c'est quand même une prouesse, ce truc-là. Et qu'est-ce qui fait que c'est une prouesse? Et là, je vais être un peu provoque avec un écrivain du lieu. C'est ce fameux keep it pure, hein, ce fameux keep it pure qui serait attribué à Steele, donc gardez-la, préservez-la, gardez-la pure. Alors, on dit qu'il l'aurait dit sur son lit de mort, bon ça, peu importe pour moi qu'il l'ait dit ou pas, j'avoue que je ne crois pas qu'il l'a dit sur son lit de mort, hein. C'est comme ces grandes citations de Pasteur qui aurait dit le terrain est tout, le microbe n'est rien, etc. Bon, je ne sais pas si on dit ça vraiment sur le lit de mort, à mon avis on dit plutôt j'ai froid ou relève-moi la couverture. Mais qu'il l'ait dit ou pas, en tout cas, c'est quelque chose qu'il portait à la fin de sa vie. Il portait ça. Il portait cette idée de garder pur, de préserver son ostéopathie. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire là? C'était pas de figer, c'était pas garder le dogme, garder un immobilisme, une incitation à surtout ne rien changer, hein, à figer l'ostéopathie. Mais c'était pas du tout ça. L'idée, c'est pas la lettre, hein, c'est plutôt l'esprit de la lettre. Ça veut dire qu'est-ce qu'on garde des concepts de l'ostéopathie, de la philosophie de l'ostéopathie, et garder pure cette philosophie de l'ostéopathie. C'est ça qu'il voulait nous dire. Parce que on le voit. Pourquoi on le voit ça? Parce que Steele, c'était pas un conservateur. C'était pas quelqu'un qui disait il faut absolument rester comme ça. D'ailleurs, Jason l'a dit. Il a dit évoluer, pousser l'ostéopathie, etc. J'ai deux métaphores là-dessus. Enfin, il y a une chose, il disait Deo égale Digon, ça veut dire continue de creuser, continue d'explorer. Hein. Ou bien il y a une métaphore de la queue de l'écureuil. Alors vous savez que la queue de l'écureuil, c'est pour ça qu'on est à la caisse d'épargne. Hein. Et le ODF a fait exprès de venir à la caisse d'épargne parce que la queue de l'écureuil, c'est quand même le symbole de la caisse d'épargne. Donc, je n'ai fait qu'attraper la queue de l'écureuil de l'ostéopathie logée au creux de l'arbre. À vous d'en extirper le corps. Donc, à vous de continuer cette ostéopathie. Ou bien, il incitait aussi les étudiants à dire, mais ne soyez pas des perroquets, ne faites pas ce que je fais. Conduisez votre traitement dans votre raisonnement ostéopathique. Donc, soyez pensée ostéopathique. Donc, c'est vraiment important de garder l'esprit de Steele. Et là-dessus, Alain Abessara fait une analyse très pointue de la pensée de Steele. Il dit, mais en fait, Steele, dans sa pratique, il est complètement dépassé et ancien, il est has-been, mais dans sa théorie, ça veut dire dans sa philosophie, il est très moderne. Il est très moderne et parce qu'il dit, regardez les techniques de Steele aujourd'hui, qui est-ce qui les fait? D'abord, on ne soigne pas les mêmes patients, on ne soigne pas les patients tous les jours, il y a que la médecine a évolué, etc. Donc, on peut le reconnaître, ça aussi. Donc, on n'a pas les mêmes conditions cliniques avec les patients. Mais n'empêche que la philosophie de Steele, la philosophie de l'ostéopathie, c'est elle qui doit rester, c'est elle qu'on doit conserver, qu'on doit garder précieusement. Et donc, développer les valeurs, quelque part, de l'ostéopathie sont très modernes. Et on le voit dans plein de choses. Regardez la médecine, comme par exemple la notion de globalité. Ben, la médecine développe cette notion de globalité. Quand on parle de médecine intégrative, par exemple, pour soigner les personnes de façon systémique, avec plusieurs approches, ou quand on parle de l'approche du cancer, par exemple, j'ai une cousine qui a un cancer, ben, elle a eu tout de suite un psychologue, elle a eu tout de suite des naturopathes, enfin des diététiciens, etc. Elle a eu dans le service de cancérologie, hein, on lui a conseillé vraiment de faire toutes ces choses-là. Donc l'approche globale de la santé, qui était peut-être moins développée du temps de Steele au niveau médical, ben, Steele était un novateur en parlant comme ça. Donc on voit que les concepts de Steele sont quelque chose à garder pur, justement, à conserver. Et c'est pour ça que moi, je vous incite vraiment, et vous êtes là pour ça aussi, je vous incite vraiment à travailler, à cultiver votre fulcrum d'ostéopathe.
donc le fulcrum de l'ostéopathie. On l'a vu dans cette histoire de tradition et de modernité. Mais votre fulcrum d'ostéopathe, c'est qui je suis ostéopathe. Et ça passe par venir à des congrès comme ça passe par des lectures, ça passe par des stages, ça passe par des rencontres, etc. Aller voir des confrères travailler, ou se faire traiter aussi. Moi, je suis surpris que des ostéopathes se fassent si peu traiter, mais se faire traiter, on apprend plein de choses aussi. Donc, travailler ce fulcrum d'ostéopathe, c'est vraiment quelque chose qui me semble important. Et j'en resterai là. Merci de votre attention.